Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de l'objectif 3. Comprendre que la pertinence d'une approche en termes de classe sociale pour rendre compte de la société française fait l'objet de débats théoriques et statistiques. Il va y avoir 5 éléments. L'évolution de la distance interclasse, l'évolution de la distance intraclasse, l'articulation avec les rapports sociaux de genre, l'identification subjective à un groupe social et la multiplication des facteurs d'individualisation. En fait, la question qu'on va se poser dans cet objectif, c'est est-ce que l'approche en termes de classe sociale est pertinente ou pas pour rendre compte de la société française? Est-ce que la société française d'aujourd'hui, elle peut être considérée comme une société de classe sociale? On va voir des arguments pour le oui et on va voir des arguments pour le non. Une classe sociale, c'est un groupe dans lequel les individus possèdent un type de métier et un mode de vie similaire et dans lequel ils se sentent appartenir. On reprend la définition de Marx, mais finalement Marx c'est ce qu'il nous disait. Type de métier et mode de vie similaire, c'est la dimension classe en soi. Sentiment d'appartenance, c'est la dimension classe pour soi. Une classe sociale, c'est un groupe homogène. Les individus au sein du groupe, ils doivent se ressembler les uns les autres. Et les individus entre les différents groupes, ils doivent être différents les uns des autres. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Eh bien, on va commencer par les arguments du non. Le premier, c'est la réduction de la distance interclasse. C'est la réduction des écarts entre les catégories populaires et les catégories supérieures. On parle aussi de moyennisation. L'écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres se réduit. Il y a l'essor de la société de consommation. Aujourd'hui, quasiment tout le monde possède un smartphone ou un téléviseur couleur. Ceux qui ne possèdent pas de téléviseur couleur, ce n'est pas parce que c'est trop cher, parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est parce qu'ils n'en ont pas envie. D'accord? Ils n'aiment pas regarder la télévision, ils n'achètent pas de télévision. Les catégories populaires ont eu accès à la propriété immobilière. On a des catégories populaires qui sont propriétaires de leur immeuble, de leur appartement, voire de leur maison. Les enfants des catégories populaires ont pu entrer au lycée puis à l'université. Et enfin, on a l'émergence de pratiques culturelles de masse, comme le barbecue, les blockbusters hollywoodiens, etc. Donc, si aujourd'hui, la distance, l'écart entre les catégories supérieures et les catégories populaires s'est réduit, est-ce que vraiment on arrive à distinguer les catégories supérieures des catégories populaires? Pas tellement. Réduction des inégalités, homogénéisation des styles de vie, rentrer dans la société de consommation, c'est plus dur de distinguer les personnes et de faire des groupes. Deuxième argument, l'augmentation de la distance intraclasse, qui signifie qu'à l'intérieur d'une même catégorie, les écarts se sont accrus. Les catégories sont de plus en plus hétérogènes. Par exemple, au sein des employés, il existe des niveaux de rémunération ou des niveaux de diplôme très différents d'un employé à l'autre. Il y a des employés qui n'ont aucun diplôme, d'autres qui ont un BEP, un CAP, des fois le bac, voire même pour certains, mais c'est plus rare, bac plus 2. On a également des types de métiers très différents. D'accord? Et enfin, on a des niveaux de rémunération qui peuvent aussi varier fortement. C'est aussi vrai pour les ouvriers, pour les professions intermédiaires ou pour les cadres. Par exemple, moi, je suis enseignant de SES, Thomas Pesquet, astronaute, nous sommes tous les deux cadres. Ok, on est tous les deux cadres, on a tous les deux bac plus 5. Pourtant, il y a une grosse différence entre lui et moi. Ok, on n'a pas les mêmes pratiques culturelles, on ne gagne pas autant d'argent, etc., etc. On est très différents. Donc, problème, si à l'intérieur d'une classe, à l'intérieur d'un groupe, la distance s'est accentuée, les gens sont de plus en plus hétérogènes. Donc comment on peut réussir à faire des groupes homogènes? Troisième problème, articulation avec les rapports sociaux de genre. On l'a vu, le genre est une variable importante. Le problème, c'est que si on analyse la société avec les classes sociales, on exclut le fait, la variable du genre. Pourquoi? Parce que le genre n'est pas pris en compte dans les classes sociales. Il n'existe pas des classes sociales hommes ou des classes sociales femmes. Or, on l'a vu, le genre est une variable importante qui génère des inégalités économiques, des inégalités sociales, etc. Qui génère des différences de pratiques culturelles aussi. Et il est important de prendre en compte cette variable pour analyser l'espace social. Donc, problème de l'analyse en termes de classe sociale. Ça exclut de fait la variable genre, qui pourtant est importante à prendre en compte dans la hiérarchie sociale. Troisième élément, l'identification subjective à un groupe social. Il y a déjà dans un premier temps une baisse du sentiment d'appartenance. De plus, et c'est le plus important,
lorsque les personnes s'identifient à une classe sociale, ils s'identifient majoritairement à la classe moyenne, même s'ils n'y appartiennent pas objectivement. Subjectivement, les gens se disent, il y a plus riche que moi, il y a plus pauvre que moi, je suis au milieu, j'appartiens à la classe moyenne. Or, ce n'est pas vrai, objectivement, ils n'appartiennent pas à la classe moyenne. En 2009, la moitié des ouvriers interrogés considéraient qu'ils appartiennent à la classe moyenne, alors qu'en réalité, objectivement, ils appartiennent aux catégories populaires. Encore plus significatif, pour les cadres, environ 70% des cadres, en 2009 interrogés, se placent dans la classe moyenne, alors qu'objectivement, ils appartiennent aux catégories supérieures. Donc ici, problème, on a la dimension classe pour soi qui n'est pas remplie. Je vous rappelle, sentiment d'appartenance. Ici, les gens n'ont pas le bon sentiment d'appartenance. Ils se trompent. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des classes sociales? Pas vraiment, puisqu'il faut la dimension classe pour soi pour qu'on puisse parler de classe sociale. Et enfin, le dernier élément, c'est le processus d'individualisation. Le processus d'individualisation, c'est un processus qui a commencé dans les années 60 en France et qui continue aujourd'hui. C'est l'idée qu'on cherche de plus en plus à se démarquer des autres, à être des êtres singuliers, des personnes uniques. Au début du XXe siècle, on pouvait être défini comme le fils de, la fille de, la femme de, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Chaque individu souhaite être unique et se revendique comme tel. Aujourd'hui, il suffit par exemple de regarder une photographie d'une classe de seconde dans les années 60, dans les années 50, et une photographie aujourd'hui. Dans une classe de seconde dans les années 50, tous les élèves filles ont les mêmes coiffures, le même type d'habits, pareil pour les garçons, etc. Aujourd'hui, on a des filles qui ont les cheveux courts, des filles qui ont les cheveux mi-longs, des filles qui ont les cheveux longs, très longs, des filles qui se teignent les cheveux en blond, en rouge, en bleu, etc. Pareil pour les garçons, des garçons qui ont les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux rasés, etc. Des tenues vestimentaires très différentes les unes des autres, etc. Bref, les individus sont de plus en plus uniques. Problème, si les individus sont de plus en plus uniques, comment on fait pour les classer dans des cases? Puisque les classes sociales, ça résume à faire des groupes. Comment on fait pour classer les individus dans des groupes si personne ne se ressemble avec personne? Les arguments du oui. Certaines inégalités persistent et restent très marquées. Il existe en particulier des différences de patrimoine très marquées. En particulier, l'héritage laissé par les parents aux enfants. En effet, parmi les professions libérales en activité ayant reçu un héritage au cours de leur vie, à peu près un tiers ont hérité d'au moins 100 000 euros. Chez les employés, c'est à peu près 6%, donc moins d'une personne sur 20 qui a hérité d'au moins 100 000 euros. Et 19 personnes sur 20 chez les employés ont hérité de moins de 100 000 euros. Donc on a des différences, des inégalités économiques liées à l'héritage qui sont très marquées. Deuxième élément, il existe des styles de vie très différents entre les classes sociales. On a des pratiques culturelles qui sont très socialement différenciées. Par exemple, la lecture ou visionner la télévision. On sait que les cadres lisent beaucoup plus et regardent beaucoup moins la télévision que les ouvriers ou les employés. On sait que les cadres fréquentent beaucoup plus les musées ou les expositions et beaucoup moins les centres commerciaux que les ouvriers. Or, ces pratiques culturelles, elles sont hiérarchisées par la société. La société considère que la lecture, c'est plus valorisé que regarder la télévision. Elle considère que aller au musée, c'est plus socialement valorisé qu'aller au centre commercial. Enfin, certains auteurs, comme Camille Penny, c'est un homme, qui parle des classes sociales populaires pour désigner les ouvriers employés et de classes supérieures pour désigner les cadres supérieurs. Et lui insiste sur le fait que c'est assez pertinent de les regrouper et que ça reste intéressant pour analyser la structure sociale, puisqu'il y a des différences de revenus, des différences de patrimoine, des différences de pratiques culturelles et enfin des différences de pouvoir politique. Enfin, s'il est difficile d'affirmer qu'un groupe social comme les cadres, les ouvriers, les employés reste une classe sociale, par contre, on peut réussir à trouver des groupes sociaux beaucoup plus petits, beaucoup plus restreints, qui pourraient être définis comme tels. Par exemple, la haute bourgeoisie de l'Est parisien, donc l'Ouest parisien, ceux qui habitent dans le 16e arrondissement, à Neuilly-sur-Seine, etc. Puisqu'ils ont un niveau de rémunération très élevé, ont des pratiques culturelles propres,
comme le golf, la voile, visiter le musée, ont tous le sentiment d'appartenir à la bourgeoisie, sont capables de se mobiliser pour atteindre un objectif commun, comme refuser un centre pour migrants qui va s'installer dans le 16e arrondissement, ou alors le fait que le périphérique soit enterré au niveau du 16e arrondissement, et pas au niveau des autres arrondissements, pour des questions de nuisance sonore. Ils ont réussi à se mobiliser, à faire pression sur la mairie, etc., pour dire non, de notre côté, on veut que le périphérique soit enterré parce qu'on veut pas de bruit. Enfin, ils arrivent à mettre en place des stratégies pour que leur catégorie perdure dans le temps, comme par exemple les rallyes. Alors un rallye, c'est pas une course automobile. Ça peut. Mais dans le cas qui nous intéresse, on ne parle pas de course automobile. Un rallye, c'est une soirée pour les jeunes de 14, 15, 16 ans, qui va être organisée principalement par les mères, les mamans, pour que leur enfant puisse rencontrer d'autres personnes, il va y avoir un bal, des jeux, etc., puisse rencontrer d'autres personnes qui viennent du même milieu. Et l'objectif derrière, c'est que le petit garçon de 15-16 ans, il rencontre une petite fille qui vient du même milieu que lui, donc très bourgeoise aussi, qui tombe amoureux, qui se marie et qui se reproduisent entre eux.